Bien, je propose que nous débutions, nous ouvrions cette séance. Je salue mes collègues du conseil municipal et je les informe dès à présent que le prochain conseil municipal se tiendrait, je regarde mon directeur maintenant, le 27 février, n'est-ce pas? Le 27 février à 20h, qui serait, selon toute vraisemblance et selon l'actualité municipale, le dernier conseil avant les élections. Je dis bien sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres dossiers qui est arrivé de nous réunir lorsque des impératifs juridiques, de signature de convention, nécessitaient sa convocation. Je salue nos concitoyens qui nous font le plaisir d'assister à nos travaux et je ne dis pas qu'il nous faut toujours, chers collègues, œuvre de pédagogie et notamment pour les acronymes qui nous sont familiers. Il y en a un célèbre ce soir qui est non plus. Je ne doute pas que Henri Pérignac ne manquera pas de rappeler ce qu'il signifie, même si je crois que nos concitoyens, encore ceux qui sont dans la salle, et qui souvent assisté à nos réunions de concertation, se souviennent. Je commence par la lecture des pouvoirs. Monsieur Jean-Claude Caron donne pouvoir à Monsieur Pratola. Monsieur Dominique Gastrin donne pouvoir à Madame Moreau. Madame Bachelet donne le pouvoir à Monsieur Carassus. Madame Damongeville donne pouvoir à Pierre Herrero. Et enfin, Monsieur Pagès donne pouvoir à Madame Amirkan Joudali. Il appartient maintenant de désigner un secrétaire de séance. Eh bien, si vous l'acceptez, je propose que Madame Amirkan Joudali veille avec la dextérité et le discernement que nous connaissons au bon déroulement des votes et à la comptabilité de ceux-ci. Je propose donc que nous passions à présent au premier sujet de l'ordre du jour, et non des moindres, puisqu'il nous appartient ce soir, au terme d'une longue, mais aussi très courte au regard de ce que connaissent d'autres villes période, nous nous prononcions définitivement, je vais y arriver, je fourche, sur notre plus, et je laisse le soin à notre collègue Henri de rappeler la signification du plus. Donc, nous devons, ce qui vous est proposé ce soir, donc ça va être l'approbation du plan local d'urbanisme, dit plus, effectivement. Cette approbation vient après une assez longue procédure dont vous avez été les acteurs jusque-là. La particularité ce soir, c'est qu'on a ajouté, vous l'aurez vu dans les chemises, une modification qui ira d'emblée, si vous voulez, avec l'approbation du PLU. Cette modification concerne la levée d'une servitude au niveau de l'établissement EPHS qui est à La Rochette, qui n'exerce plus d'activité classée activité CEPSO et donc qui n'est plus soumis à un périmètre de protection des incendies. C'est pour nos amis du public, donc les fameux entrepôts évidemment du pétrole, qui sont de l'autre côté de la rive de la Seine, qui est en face de Beaulieu. Voilà. Donc dès ce soir, finalement, d'une certaine manière, on modifie le plus dans la foulée. En fait, c'est pour éviter une action administrative qui suivra l'approbation du PLU. On le fait dans la foulée par souci de simplification. Donc, il vous est rappelé dans la note de synthèse qui synthétise un petit peu l'évolution du travail que nous avons concernant le plan local d'urbanisme, et en particulier les dernières phases. Donc, il vous résume les enjeux du PLU. Je vais vous résumer très brièvement donc, là où on en est par rapport au plan local d'urbanisme, et je reviendrai sur les résultats de l'enquête publique, qui vous intéressera en premier lieu, puisque c'est l'achèvement du plan local d'urbanisme et le retour de l'enquête publique qui est finalement le sommet de la conciliation, de la concertation,
qui est aussi une consultation, enfin bon, qui est le sommet de la concertation, qui est le fondement de la démarche du plan local d'urbanisme. Donc, dans un premier temps, nous avions vu les enjeux du plan local d'urbanisme, cadrés par la notion de développement durable, Grenelle 1, Grenelle 2. Il vous est exposé les différentes procédures qui sont assez complexes et qui reprennent la structure du plan local d'urbanisme, les réunions publiques, les réunions du conseil municipal, et qui permettent d'avoir avancé tranquillement et assez rapidement au cours de ces 2 ou 3 ans, et qui nous ont menés à l'enquête publique. Alors, l'enquête publique, qui vient clore la démarche du plan local d'urbanisme, est assez intéressante parce qu'elle collecte à la fois les données relatives à la consultation des personnes publiques associées, c'est-à-dire la préfecture, la chambre de commerce, la région, la SNCF, différentes personnes publiques, mais aussi les associations. Donc, l'enquête publique, le commissaire enquêteur qui a procédé à l'enquête publique va réunir toutes les observations qui ont été faites concernant le plan local d'urbanisme, aussi bien celles des personnes publiques que celles de la commune, en l'occurrence les pays vauxois qui sont consultés à travers l'enquête publique qui a lieu à la mairie à proprement parler. Donc, viennent se croiser dans cette enquête publique à la fois les remarques parfois assez techniques concernant les personnes publiques, et puis ce qu'ont voulu demander, dire ou le ressenti des pays vauxois eux-mêmes. Alors, ça a entraîné des modifications assez nombreuses, il y en a plus de 80, donc il ne s'agit pas de les reprendre toutes, bien sûr, mais je vais reprendre celles qui sont les plus emblématiques, à la fois celles des orientations du plan local d'urbanisme, et puis celles qui reflètent la volonté politique que représente aussi le plan local d'urbanisme. Alors, on avait discuté déjà plusieurs fois d'une zone de AU qui était une zone agricole qui était transformée en zone à urbaniser, qui avait été proposée dans un premier temps, pour être conforme au schéma directeur de l'Île-de-France. Ensuite, tout ça sur les conseils, en gros, de la direction départementale des territoires. Il s'est trouvé que, je vous passe les atermoiements concernant le schéma directeur de l'Île-de-France qui a été approuvé tout à fait à la fin de l'année, là, en 2013, et qui a permis à la fois de nous conforter dans le choix de ne pas créer de nouvelles zones d'habitat ou de nouvelles zones à construire ou à urbaniser. On avait mis au départ cette zone-là simplement pour être conforme au schéma directeur de l'Île-de-France sans projet derrière. Cette zone-là a donc, la préfecture par la suite nous a demandé de supprimer cette zone-là. C'était un souhait assez précis. Ça allait tout à fait dans notre sens, puisqu'à l'origine, on ne voulait pas trop augmenter ou changer les zones agricoles. Donc, la disparition de cette zone 2 AU qui avait été mise dans un premier temps va et conforte ce que nous voulions pour le plan local d'urbanisme. C'est pour ça que nous l'avons retiré avec joie. Hein, pas de problème. Il n'est pas là ce soir, tu vois. Non, mais il va venir. C'est pourquoi cette zone avait aussi troublé la région, puisque ça supposait pour eux des entrées et des sorties sur la 605, bon, qui n'était pas du tout prévu par ailleurs. Donc ça aussi, c'est aussi allé dans le sens des demandes de la région, et ce qui a permis de lever finalement la réserve de la région à ce propos-là. Donc ça, c'est ce qui concerne cette fameuse zone de AU, donc qui a été supprimée, et donc qui conforte les choix de la commune de ne pas modifier les zones agricoles.
Un deuxième aspect qui était assez important aussi au niveau, qui avait été aussi appuyé au niveau de la deuxième réunion que nous avions eue à la direction départementale des territoires, c'est la densification en centre-ville et la conformité au plan local de l'habitat. En ce qui concerne le plan local de l'habitat, il y a un plan local de l'habitat qui va de 2010 à 2015, je crois, et qui impose, par le biais de chiffres, d'une planification, de construire un certain nombre de logements qui étaient de l'ordre de 200, répartis sur 5 ans, ce qui correspond à peu près à, en gros, une construction de 40 logements. La préfecture donc voulait que le PLU aille bien dans ce sens-là, qu'il soit plus conforme au plan local de l'habitat, et avait demandé un petit peu des garanties en ce sens-là. Nous avons introduit à ce moment-là, nous avons proposé d'introduire à ce moment-là une réglementation en quelque sorte qui concernait le centre-ville et permettait sur des constructions de plus de 20 logements, qui permettait de demander 30% de logements sociaux. En centre-ville, bien sûr. En centre-ville, c'est-à-dire dans la zone UA. C'est une zone bien délimitée. Ce qui permet, là aussi, d'être conforme à la notion de développement durable, c'est-à-dire de densifier là où il y a des services. Pas effectivement dans des zones pavillonnaires qui sont excentrées. Donc cet aspect-là a été aussi bien pesé et nous a permis d'aller dans le sens des souhaits de la préfecture, tout en permettant une maîtrise de l'ensemble de la construction. Il faut savoir que dans le diagnostic qui a précédé la phase de projet d'aménagement et développement durable, donc qui collectionnait toutes les données concernant la ville, la notion de point mort a été abordée. Et la notion de point mort, c'est le nombre de logements qu'il faut construire pour que la population reste stable. Ça avait été évoqué, je me souviens, par le maire, quand il avait parlé à un moment au conseil municipal, de la démographie de Volpénine. C'est une notion très importante parce que le calcul de ce point mort est assez délicat à faire et il est très important puisque c'est ce qui permet de savoir combien de logements on doit construire pour que le nombre d'habitants ne baisse pas. Et ben, le nombre de logements, le point mort a été calculé à la demande de la préfecture, et donc le point mort moyen est de l'ordre de 41%, de 41 logements par an. Pardon. Et on s'aperçoit que finalement, les choses en matière de logement ne sont pas si faciles à gérer. C'est un aspect donc, sur lequel il faudra réfléchir, sur lequel il faudra faire des propositions, je pense, et qui est très important pour la suite de la maîtrise du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, il est là à un temps aujourd'hui, à un temps T, mais il va continuer à évoluer. Ce n'est que le cadre dans lequel va s'inscrire les 10 ou 15 années à venir au niveau des choix qui vont être faits. Donc ça, c'était un aspect assez important. Alors il y avait d'autres aspects réglementaires qui ont aussi été évoqués par la Chambre de commerce et de l'industrie au niveau des grandes surfaces. Là aussi, la réglementation a été assouplie. Des zones ont été modifiées pour aller dans le sens de cette demande. De manière générale, lorsque les demandes étaient bien formulées, allant dans l'intérêt de la commune, il est bien évident qu'on a modifié les choses pour aller dans le sens de ces demandes. En ce qui concerne donc les personnes associées, c'était principalement les trois aspects, l'aspect commercial, l'aspect de la fameuse zone de ALU et l'aspect PLH et
densification de la densité en centre-ville. La deuxième partie de ce qui a été fait et qui concernait l'enquête publique à parler, ça a été la consultation des Villes-Vauxois. Donc au niveau de la consultation des Villes-Vauxois, il y a eu différentes, je ne vais pas non plus les reprendre toutes, il y en a eu un certain nombre, pas énormément, mais un certain nombre quand même, qui ont porté sur le stationnement, sur la possibilité de construire de manière conforme à la réglementation en lot arrière par rapport au niveau du foncier. Enfin, ça concernait aussi les bus, il y a différentes choses qui ont été évoquées. Au niveau du stationnement, c'est vrai qu'il y avait un problème intéressant, puisque finalement certains demandaient plus de stationnement, d'autres moins, d'autres plus, pardon. D'autres se demandaient pourquoi finalement au niveau du commerce, il y avait moins de stationnement demandé qu'au niveau du privé. Bref, ce sont des questions qui parfois n'ont pas pu être résolues, bien sûr, mais qui ont été pris en compte. En ce qui concernait donc les demandes, donc il y avait cette partie-là. Il y avait aussi, en ce qui concernait alors, attendez, ce qui concernait les éléments remarquables du paysage. Dans le plan local d'urbanisme, avaient été mis 3 éléments remarquables du paysage qui, dans le cadre du développement durable, permettaient de conserver certains éléments typiques, tout au moins certains éléments qui pouvaient agrémenter ou représenter ou être emblématiques d'activités anciennes de la ville, comme par exemple des vergers ou des espaces boisés. Le commissaire enquêteur aussi a vu des personnes qui étaient concernées par ces éléments remarquables du paysage et nous a demandé de réagir à ça, vu que les éléments remarquables du paysage, qui étaient essentiellement finalement boisés ou vergers, étaient discontinus. Donc nous avons réagi et nous avons supprimé, levé une partie des servitudes qu'entraînaient ces notions d'éléments remarquables de paysage. Donc ils ont été en partie levés. D'autres observations ont été faites aussi concernant le bienfait de la densité en centre-ville. Il y avait aussi des observations positives. Et tout ça donc a entraîné un avis favorable du commissaire enquêteur. Il a lui-même donné ses observations générales et qui sont venues donc justifier et conforter son avis. Donc tout ça va dans le sens de ce que nous voulions et permet ce soir de vous demander d'approuver le PLU, sachant que lorsque le plan local d'urbanisme a été arrêté au précédent municipal, celui du conseil municipal concerné, entre les deux, il ne bougeait pas. Et là, maintenant, donc, c'est un plan local d'urbanisme modifié qui vous est proposé d'approuver. Voilà. C'est pas toujours facile, hein, vu la multiplicité des points qui sont abordés, de faire une synthèse de tout ça. C'est pour ça que je m'en suis tenu à ces 2 ou 3 points qui, je pense, politiquement, et je pense que monsieur le maire pourra aller dans ce sens, représentent les grandes options de la ville et vont vers une maîtrise du foncier, du bâti, et donne à la ville vraiment une véritable limite et une véritable assise, une véritable frontière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Simplement, je voulais attirer particulièrement l'attention sur le fait qu'on a tous travaillé de manière assez dense. Et je remercie le maire de son soutien constant pendant on dit 3 ans, mais c'était peut-être un peu plus. Hein.
et le directeur général des services aussi, dont la curiosité nous a aiguisé un peu. Et puis, bien sûr, le service urbanisme à travers l'opiniâtreté de Gérald Babillotte, malgré un service qui, comme vous le savez, a été malheureusement réduit. Oui. Eh bien, pour quelqu'un qui éprouvait de la difficulté à faire la synthèse, je dois dire que je n'aurais pas fait mieux, mon cher ami. Et avant de dire un mot, eh bien, je laisse le soin à nos collègues d'éventuellement poser des questions, commenter, se féliciter, réprouver, s'ils le souhaitent, puisque nous avons une nombreuse séance et celle-ci est conclusive. Y a-t-il des questions? C'est quand même l'un des dossiers les plus importants, si ce n'est le plus important en matière d'aménagement et d'avenir de notre commune. Donc voilà, on a déjà eu récemment des discussions, donc il n'y a pas de remarques particulières. Bien, ce qui vaut peut-être, je dirais, pour Quitus. Je ferai juste un mot, parce que je ne vais pas rajouter, cher Henri, parce que tu as parfaitement résumé, et qui est une manière de te rendre hommage, parce que c'est un dossier que tu maîtrises d'une main de maître. Et je veux dire qu'au nom de la majorité, à minimum, et je pense aussi pouvoir m'exprimer au nom du conseil municipal, je voudrais te remercier. C'est un travail d'exception. Je connais peu de communes qui, dans un temps, je le redis, court, et ce n'est pas l'élément essentiel, aient su à la fois conduire un examen sans complaisance critique, puisque c'était le sens de l'association d'un cabinet qui nous a accompagnés, qui a su fixer des orientations qui se conforment à l'histoire et à la tradition, notamment les décisions qui ont été prises à partir de 1989 visant à maîtriser le droit du sol et les droits à construire, et fidèle aux engagements que nous avions pris en 2008. Personne ne peut prendre en défaut cette majorité sur les engagements qu'elle a pris en 2008, mais aussi conformes à celles qui avaient été prises en 2009. Tout n'est pas parfait. Voilà, il y a des choses qui peuvent être améliorées, qui sont améliorables. Nous ne regardons pas en disant c'est le meilleur des mondes. Mais en tout cas, à travers le travail que tu as mené, Henri, tu as raison de saluer à la fois le directeur général, dont on sait l'appétence pour les questions urbanistiques, mais pour ceux qui connaissent son parcours professionnel, ils ne s'en détromperont pas. Et enfin, je le dis rarement, mais j'adresse au nom du conseil municipal un chaleureux salut à M. Babillotte, qui est au fond de la salle, pour dire que, voilà, sans lui, peut-être ne serions-nous pas arrivés à un dossier, je dirais, pas parfait, mais aussi bien maîtrisé. Voilà. Donc ça fixe un cap, ça permet, comme tu dis, de continuer à maîtriser ce qui est le droit à construire dans cette ville. Le choix que nous avons fait de ne, c'était le cas avant, de ne pas continuer dans l'étalement, voilà. Sans l'intervention de nos prédécesseurs et de Pierre, nous serions à un autre niveau en termes d'habitat. On a un défi à relever, tu l'as évoqué. Ce n'est pas forcément le point mort qui est souhaité par d'autres. Là-dessus, on pourra avoir un débat, mais apparemment, là-dessus, tout le monde semble nous rejoindre, puisqu'il n'y a pas de remarques en la matière. Et nous maintiendrons ce que nous avons toujours dit en termes de politique de peuplement. Voilà. Il faut le faire raisonnablement, aux bons endroits, et là où l'espace existe et est cohérent avec le reste. Et avec la difficulté que nous connaissons en effet en termes de circulation, de stationnement, voilà. Ça, il faut un peu de vista et tu l'as eu. Merci, parce que je pense que là, on dispose, pour nous comme pour ceux qui nous succéderont, d'un bon outil de pilotage pour l'avenir de notre commune. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au voie ce plan local d'urbanisme de la commune, en remerciant mes collègues d'avoir accepté ce léger amendement, mais il est d'importance, puisqu'il touche en fait à une décision préfectorale entourant, je dirais, les entrepôts hydrauliques. Ça ouvre des perspectives, hein, tout de même, parce que au-delà du plan de lutte contre les inondations, ça ouvre peut-être des vieux rêves de passerelles piétonnes et cyclistes, et ça permet peut-être un jour, car c'est tout de même
la perspective qui nous est offerte côté Seine, je l'ai dit 1000 fois, mais c'est une manière amicale de me rappeler à son bon souvenir, notre ami ancien conseiller municipal Robert Rodelin n'avait de cesse de dire il nous faut mieux regarder la Seine. Je pense que là, à travers cette décision préfectorale, nous y sommes plus encore invités. Donc je mets aux voix, y a-t-il sur le plan local d'urbanisme des votes contre? Y a-t-il des abstentions qui ne sont pas motivées et est donc adoptée? Je vous remercie. Je passe à présent la parole à Madame Moreau pour nous parler de la création d'un espace naturel sensible sur la commune de Volpellier. Bien, alors je vais être un petit peu long, mais je crois qu'il est nécessaire pour comprendre la délibération qui suit, qu'on ait une connaissance donc, du site concerné, puisque c'est quand même assez important. Alors, le schéma départemental des espaces naturels sensibles, que nous appelons ENS, a été adopté par l'Assemblée départementale le 28 janvier 2011. Il a notamment défini comme prioritaire la création du site ENS départemental dénommé le Buisson de Massoury, situé sur les communes de Chartrette, Fontaine-le-Port, Le Châtelet-Andry, Civry-Courtry et Volpellier. Sur 780 hectares au total, une surface de 233 hectares concerne le territoire de la commune de Volpellier, soit 30% de la totalité du site. Il est recensé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et 2. Cet espace est reconnu par le caractère exceptionnel et remarquable des habitats qu'il renferme. Ainsi, sont recensés les marais de transition des tourbières acides exceptionnels et en voie de disparition. Cet habitat subsiste en Seine-et-Marne uniquement dans la brie humide au niveau du buisson de Massoury et de la forêt de Barbeau. Il abrite des espèces extrêmement exigeantes, rares et menacées, comme les linégrettes à feuilles étroites et la drosera à feuilles rondes. Et la prochaine fois, nous vous promettons de vous en apporter pour éviter. Les prairies humides nègres sur sol acide, qui sont rares et qui sont également en régression. Dans le département, cet habitat est seulement présent dans le pays de Bière, la brie humide, la brie boisée et le massif de Fontainebleau. Sa végétation se compose de plusieurs espèces patrimoniales comme la gentiane pneumonante et constitue également un refuge pour de nombreuses espèces animales, des papillons et autres insectes notamment. Les herbiers libres flottants, des zones mésotrophes ou eutrophes, assez rares et également en régression. Cet habitat est essentiellement présent dans la Bassée, le massif de Fontainebleau et dans certaines mares forestières de la brie humide, dont le buisson de Massoury, et dans les zones boisées. Il héberge quelques espèces végétales patrimoniales et sert d'habitat de reproduction et d'alimentation pour la faune comme les insectes, les oiseaux et la passion. Les gazons amphibies annuels des sols acides tempérairement inondables, exceptionnels et également en régression. Cet habitat se trouve principalement dans le sud-ouest de la Seine-et-Marne et il sert de reproduction pour les invertébrés et les amphibiens et abrite de nombreuses espèces végétales patrimoniales. Ça, c'est les grenouilles, si j'ai bien compris. Les amphibiens, c'est les grenouilles. Les landes sèches, assez rares, également en régression, localisées dans le sud-ouest du département. Cet habitat renferme une flore spécifique et constitue un habitat de prédilection pour diverses espèces animales. Les chênaies acidiphiles, assez communes avec une évolution stable. De par cette richesse écologique, ce massif forestier a ainsi été identifié dans le schéma régional de cohérence écologique de la région Île-de-France comme réservoir de biodiversité et corridor des sous-trames arborées et bleues à préserver et à restaurer, notamment pour ses mares et ses mouillères. Il est par ailleurs dans le prolongement des sites ENS aménagés et ouverts au public à Dame-Marie-des-Lys et à La Rochette, avec le bois de La Rochette, de l'autre côté de la Seine, à Chartrette et à Livry, avec le parc de Livry. L'ensemble forme une liaison entre la forêt domaniale de Fontainebleau et celle de Villefermois. Les risques de dégradation des habitats présents au sein du projet du site ENS sont liés au drainage, à l'embroussaillement et aux pollutions. Les landes sèches sont menacées par l'embroussaillement naturel et les plantations diverses et les chênaies par la gestion forestière intensive, l'enracinement et le tassement du sol. Là, j'ai pratiquement fini, je vous rassure. J'ai fini de vous donner toute la description de ce que l'on pouvait trouver sur le buisson de Massoury.
Au vu de ces éléments, l'objectif de cette création est de préserver un secteur à enjeu pour la biodiversité en Seine-et-Marne, comme en témoigne la présence de plusieurs habitats exceptionnels, mais menacés en l'absence d'une gestion adaptée. Sa valorisation offrirait un lieu de sensibilisation et de découverte au milieu remarquable pour la population. Elle permet également de renforcer le réseau ENS dans ce secteur. L'idée du Conseil général, c'est effectivement de mettre des chemins pour que on puisse accéder sur ce site et pour pouvoir quand même protéger, pas marcher n'importe où, et pouvoir protéger la faune et la flore. Cette création permet d'ouvrir au Conseil général un droit de préemption dans la commune est dépourvu, puisque le DPE ne porte que sur les zones urbaines. Le projet de créer la zone de préemption ENS départementale, dénommée le Buisson de Massouris, a été présenté le 26 septembre 2013 au comité de suivi ENS départemental, instance de validation composée de 5 élus du Conseil général. Un avis favorable a été rendu, ainsi la démarche a été poursuivie. Conformément au Code de l'urbanisme, la création de telles zones dépend de l'avis favorable des collectivités concernées. C'est pourquoi le Conseil général les a rencontrés. Alors, je précise, au cours de 2-3 réunions, et la dernière, il y en a eu une à Volpénier et la dernière a été à Fontaine-le-Port. Alors, pour résumer, aujourd'hui, le Conseil général demande à la commune de Volpénil, dans un premier temps, de rendre un avis de principe sur ce dossier, en approuvant la délibération qui suit, ce qui permettra au Conseil général de préempter s'il y a lieu sur des parcelles privées, éventuellement incluses dans le périmètre du Buisson de Massouris. Si cet avis donc est favorable, la commune prendra ensuite une nouvelle délibération pour acter la délimitation et la liste de parcelles du projet. Voilà. J'étais un peu long, j'en suis désolé, mais je crois que c'est quand même important que l'on ait vraiment la description de ce qu'on pouvait trouver dans ce Buisson de Massouris. Alors, il y a un petit plan qui délimite une première limite de ce qui est sur la commune de Volpénil. Donc, vous avez dans vos dossiers ce qui est en rouge, dans le haut, et ensuite continue, disons, la délimitation sur les communes comme Chartrette, comme je les ai annoncées, Chartrette, Fontaine-le-Port, puisque en tout, il y a 780 hectares, ce que je vous ai dit, et 233 hectares sur la commune de Volpénil. Et un jour, le public verra tout ça sur écran. Vous voyez, nous progressons, mais nous y allons à pas feutrés. En tout cas, merci Madame Moreau, parce que c'est pas un exercice simple. C'est, s'il vous plaît, vous pouvez juste être attentif. C'est à la fois technique, d'aucuns diraient un peu ésotérique, mais pour ma part, c'est assez bucolique. Parce que, au final, au-delà de la boutade, et c'est très exigeant, et même sur certains termes de géologie, il s'agit quand même de sanctuariser et de préserver définitivement un lieu connu de tous les Niçois, qui est le bois de Massouris, et qui peut-être demain sera encore rendu mieux et plus accessible pour des pros. Merci d'avoir pris soin d'assister à la réunion. Et si je peux juste finir ma phrase, je vous donne la parole. Alors, vous avez la parole, Madame Moreau, et ensuite M. Carassus, qui de toute évidence souhaiterait nous dire un mot. Oui, effectivement, lorsqu'on était allé dans les réunions, ils nous ont montré ce qu'ils pouvaient faire donc, de ce lieu, avec les allées pour pouvoir s'y promener, et s'évader avec des endroits qui sont vraiment préservés, et c'était vraiment très très agréable. Très agréable. Alors je vais compléter, Monsieur le maire, ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au PLU. Je suis allée à ces réunions avec Gérald de Baggio, et cette présentation, disons, a été faite par M. Baggio. Donc, j'ai expliqué quelques petites choses. Monsieur Carassus, peut-être voulez-vous nous révéler les lieux où vous allez chercher vos champignons et c'est incroyable, il devine ce que je vais dire. Heureusement, j'ai plus le total. Ma préoccupation, c'est qu'il y ait des lieux préservés, mais pas au point d'interdire de chercher des champignons. Ah, ben ça se pourrait. Surtout que là, on vient de révéler un lieu que nous vous recommandons. Non, mais tous les lieux ne sont pas interdits, disons. Je pense qu'il y aura peut-être des endroits qui sont. Mais pour les présenter un peu, ces bois, on le voit. Je n'avais jamais remarqué tout ce que vous avez évoqué, madame. Ah, ben oui, il faut les connaître, toutes ces plantes.
Ben, surtout l'herbier libre flottant, réputé en Basse-Brie. Alors, est-ce qu'il y a, chers collègues, des questions concernant cette délibération et la position que nous pourrions prendre? Monsieur Pratola, avez-vous un avis sur ce beau bois masserie et sur les herbiers flottants? Voilà, très joli, mais je ne chasse pas ni les papillons et je ne sais pas aux champignons. Donc, comme nous les préserverons ensemble. Exactement. Est-il éventuellement, sous forme de cocktail de M. Pratola, est-ce qu'il y a d'autres, y a-t-il des questions plus simplement? Bon. Monsieur Franzi, Monsieur Franzi, vous allez aux champignons? Oui, mais pas ici, monsieur le maire, je vous emmènerai. Mais finalement, Ce qui est magnifique, c'est qu'on passe effectivement dans cette délibération de l'habitat rural, et précédemment, en effet, dans l'habitat urbain, parce qu'il faut quand même on a fait le tour en 2 délibérations. Absolument, absolument. C'est le charme de Volpény. Mais personne ne se doutait qu'il y avait tout ça. Vous avez la parole, monsieur. Personne ne se doutait qu'il y avait toutes ces choses-là dans le buisson de Masserie quand même. Hein. Vous avez pu voir. Donc c'est une chance et je pense qu'il nous faut la saisir. Fort de cette incantation, je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Et alors voilà. Eh bien, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Eh bien, je disais qu'il est des lieux bucoliques, il en est d'autres ici à Volpény qui s'appelle la queue de la vache, lieu célèbre de quelques mètres carrés, et je donne à M. Henri Mérignac le soin de nous expliquer tout ce que révèle et recèle cette queue de la vache. Alors c'est un bout de la queue de la vache, hein, parce que On verra ce qu'il nous reste. Voilà, c'est le chemin rural numéro 27, donc de la queue de vache, qui avait été déplacé et donc il est resté un délaissé qui n'a jamais été cédé, et donc une riveraine donc, a sollicité l'acquisition d'une partie de l'assiette foncière de ce chemin, d'une surface de 6 mètres carrés. Donc ce qui vous est proposé, c'est donc d'accepter cette acquisition. il n'y a pas de sentier. Le sentier a été déplacé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été, on voit sur le plan, c'est pas tout à fait clair, mais il y avait une partie qui avait été déplacée de façon à conserver l'existence du chemin. Donc de ce fait-là, l'ancien tracé s'est trouvé donné à des riverains et il en est resté une toute petite parcelle de 6 mètres carrés. Précisons tout de même que ceci se fait une cession en contrepartie de 15 €. 1 €, c'est 1 €. Voilà. Je précise, ce n'est pas une cession gracieuse. Y a-t-il des questions concernant le devenir de la queue de la vache? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Nous allons faire le bonheur d'une famille qui vient d'acquérir 6 mètres carrés à Volpény. Voilà. Et nous demanderons à la nouvelle propriétaire de bien vouloir nous permettre de conserver ce nom singulier. Alors, nous passons maintenant pour moi-même à une délibération concernant l'acquisition d'un espace communautaire. Vous savez certainement, pour ceux qui se promènent dans le parc d'activité feu zone industrielle, il y a à Bulle-Saint-Just, il y avait par le passé ce qu'on appelle le RIE, qui est aujourd'hui clos, et qui avait été acquis par la communauté d'agglomération dans le cadre de cette fameuse revitalisation, requalification du parc d'activité. Vous vous souvenez qu'il y a eu d'abord des investissements lourds à hauteur de 4,3 millions d'euros, et ça va encore continuer cette année, afin de s'attacher à reprendre les routes, les trottoirs qui sont appréciés, même si sur les ronds-points, il y a quelques efforts encore à consentir, car certains les prennent quelquefois pour en faire des éléments d'accélération, mais on en a déjà discuté avec le président et on lui a fait des propositions, je ne doute pas qu'il les prendra en considération. Mais aussi, ce projet intégrait la réalisation, et le chantier va débuter tout prochainement à la demande de Volpény, et soutenu par l'agglomération, il faut le dire, à l'unanimité, de réalisation d'un nouveau bâti qu'on a appelé Pôle de vie. Il porte bien son nom, c'est en face d'un magasin célèbre qui vend de l'électroménager. Le chantier qu'on va débuter, le permis de construire a été déposé, signé.
signé, et qui réunira à la fois une pépinière d'entreprise, vous savez, toujours la nécessité dans un parcours entrepreneurial de disposer à la fois de superficie plus réduite et accessible, mais aussi un restaurant, des services pour les entreprises, ainsi que de salles de réunion, dont certaines nous seront accessibles. Enfin, une crèche d'entreprise. Nous avions en son temps, je le redis ici, émis toutes les réserves concernant la crèche d'entreprise. Nous restons partisans d'un service public de l'enfance, et pour autant, nous n'avions pas en l'espèce de pouvoir, puisque une fois que la parcelle était pensée et commercialisée, ce sont des apparateurs qui se sont portés l'erreur, et pratiquement tout est... L'objet de cette délibération, mais je voulais remettre en perspective ce chantier très important pour Wolf-Pénil et son développement économique et la création d'emplois, me semble anecdotique, mais néanmoins, il nous faut aujourd'hui prendre une délibération concernant ceux qui l'auront vu, ce fameux grand panneau de signalétique. Vous l'aurez vu, il facilite la vie notamment des transporteurs routiers, puisque en restant dans son camion et accompagné par la signalétique qui jalonne le parc d'activité, de savoir dans quelle rue se trouve telle ou telle entreprise. Eh bien, ce geste architectural, je vous propose que nous en fassions l'acquisition. C'est une petite superficie. La signalétique relèvera toujours de la communauté d'agglomération, mais nous devrons en assurer la pérennité d'entretien. Et c'est le fameux lot E de cet aménagement et qui serait acquis pour l'euro symbolique par la commune. Voilà. C'est l'objet de cette délibération. Y a-t-il des questions concernant ou ce projet ou cette proposition de délibération? Il n'y en a pas. Je m'en félicite. Je mets donc en voie cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Dans le même ordre d'idée, toujours concernant le parc d'activité, en 2009, ce fut une délibération du conseil communautaire qui fut suivie ensuite par une délibération que nous avons prise ici en septembre 2009 au conseil municipal de Wolf-Pénil. Nous avions adopté une convention qui liait à la fois à la communauté d'agglomération et la ville et qui portait sur l'entretien du parc d'activité. Vous savez que la communauté d'agglomération a hérité de la compétence économique, donc elle a hérité par voie de conséquence de l'entretien et de la gestion du parc d'activité. Pour autant, c'est une collectivité de projet et pas une collectivité, dirais-je, opérationnelle comme la nôtre. Et nous étions convenus à l'époque, eh bien, par souci d'économie, d'efficacité, de confier à la ville de Wolf-Pénil le soin de son entretien, c'est-à-dire en gros propreté, menu réparation, air de folle, je parle sous ton couvert. Elle avait été sanctionnée d'une contrepartie financière, puisque ça mobilise nos services et les services techniques au premier chef, d'un montant de 125 000 € qui était révisé chaque année, je crois sur la base plus ou moins de l'inflation, d'un indice qui doit être proche de l'inflation. Conformément à ce que nous avions dit ici, comme à la communauté d'agglomération, nous avons proposé à la communauté d'agglomération de proroger d'une année cette convention afin de pouvoir la voter quand le nouveau conseil municipal sera là et il en décidera sur la durée comme dans ses modalités. Je précise tout le monde que nous avons engagé une discussion, puisque depuis le parc d'activité, eh bien, il s'est élargi aussi au parc de la Croix-Bénard, qui est à l'entrée de la ville, et puis il ne nous aura pas échappé que, eh bien, ça pousse. Il y a encore un nouveau chantier qui va sortir de terre, de nouveaux bâtis, et c'est sur le même endroit, toujours à notre initiative et avec le concours de l'agglomération, que sortira de terre prochainement un village d'artisans, toujours à Wolf-Pénil. Bon, pour toutes ces raisons, dans un parc d'activité qui reste dynamique, qui souffre, hein, comme partout ailleurs, je propose ce soir que vous me permettiez de signer la prorogation, et comme on dit de manière rétroactive, de cette convention pour une année, et ensuite le conseil municipal s'en saisira pour en modifier ou non les contenus. Nous en déciderons à ce moment-là. Y a-t-il des questions concernant cette convention ?
Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Je donne maintenant la parole à M. Malmassari concernant l'ouverture de crédit budgétaire. Oui, il s'agit d'une demande d'ouverture de crédit budgétaire. Vous savez que tant que le budget 2014 n'est pas voté, le Code général des collectivités autorise les collectivités territoriales à engager, liquider et mandater des dépenses dans la limite du quart des crédits d'investissement de l'année précédente, imputées moins celles imputées au chapitre 16 et 18, le chapitre 16 et 18 qui correspondent principalement aux emprunts et au remboursement du capital. Donc, considérant que le dossier de consultation, parce qu'on doit refaire l'éclairage de la Côte-Saint-Gemme, est en cours, il est nécessaire d'effectuer les travaux d'éclairage sur la Côte-Saint-Gemme pour un montant de 40 000 €. Et considérant que l'accès au parking du cimetière est insécurisé pour les piétons, il est nécessaire d'effectuer des travaux d'éclairage public sur le parking du cimetière pour un montant de 6 400 € avant le vote du budget, par anticipation, l'ouverture des crédits nécessaires à ces investissements. Donc chapitre 21, 40 000 € et chapitre 21, article 21 534, 6 400 €. Je vais demander d'autoriser ces demandes par anticipation du vote du budget 2014. Merci, M. Malmassari. C'est un peu une dérogation, mais nécessité fait loi, comme on dit. Vous savez que sur la Côte-Saint-Gemme, à 2 reprises, elle a été éventrée. De quelle manière? On l'a tous vu l'été dernier. Nous avons obtenu du Conseil général, et nous avons payé notre écho, on puisse la refaire, mais dans les temps impartis pour l'ouvrir en septembre, pour la rentrée scolaire. Nous avions pris la décision de décaler un certain nombre d'investissements, parce qu'il fallait auditer. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais sur l'éclairage, il fallait arriver au système le plus malin et le moins coûteux. Voilà. Donc c'est le sens de cette délibération, il faut le faire. On est ici nombreux à passer de temps en temps à se dire c'est un peu sombre en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une réalité. Quand je dis qu'on peut faire mieux, c'est une preuve. Et c'est de la même manière devant la maison des associations, où là il y a un manque évident d'éclairage qui résulte du chantier de réalisation du bassin. Vous vous souvenez qu'avant nous bénéficions du fameux spot qui éclairait les amateurs de pétanque et qui éclairait jusqu'au cimetière, peut-on le dire, en tout cas les murs du cimetière. Désormais ce n'est plus le cas parce qu'il n'y a pas eu enlever ce mât. D'où la proposition qui vous est faite d'engager cet investissement dont je ne doute pas qu'il fera l'unanimité. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas? Je mets... Ah, excusez-moi, monsieur Franzi, vous avez la parole. Vu que vous avez déjà devisé, enfin, vous avez déjà un ordre d'idée, est-ce que vous avez déjà quelques idées des travaux, enfin, de ce que vous avez imaginé comme type d'éclairage ou non? Monsieur Tafourou. Oui, on a déjà travaillé sur le dossier. Type d'éclairage pour le parking du cimetière. Non, pour la Côte-Saint-Gemme. Pour la Côte-Saint-Gemme, oui, donc c'est un choix de candidat qui sera proposé, avec un abaissement donc, de la puissance d'éclairage la nuit. Donc, voilà. Aux emplacements actuels. D'accord. Voilà. Avec une demande aux riverains de tailler aussi leurs arbres qui parfois gênent la projection. Oui, bien sûr. Avec aussi un éclairement de la descente de l'escalier qui permet de quitter le virage. Là aussi, quand même un peu. Et il faudra aller au-delà parce que les zones de faiblesse, on les a vues, elles se situent entrée de l'église, près du lycée, parce que tout ça c'est dans un prolongement, passage piéton bas de la côte qui est sous-éclairé, et M. Tafour a raison de le dire, et on va discuter avec les propriétaires. Il va falloir, je sais que certains se préoccupent souvent d'élagage, on est en discussion pour élaguer et éviter que quelquefois la végétation ne vienne, comme ça nous est arrivé nous-mêmes, je dirais, entourée quelquefois. Voilà. Mais l'implantation initiale, et notamment il y en a pratiquement 3 de lampadaires aujourd'hui qui sont 4, on réimplanterait à l'identique aux mêmes endroits. Voilà. Ce qui permet de réutiliser normalement les massifs existants pour fixer les valeurs. Quant au candélabre, je pense qu'il faudra qu'on soit dans l'esprit. On n'est pas là pour dépenser à tout va, il faut
conjuguer une esthétique, car c'est une des plus belles entrées de la ville, une des plus quand même emblématiques. Tu parlais tout à l'heure de lieux remarquables. La Côte Saint-Gemme fait partie des lieux remarquables. Et puis viser des systèmes plus modernes par rapport à la consommation d'énergie. Voilà, c'est bien. Vous avez des questions? Y a-t-il d'autres questions? Alors je mets aux voix ce dossier important. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Je m'en félicite et vous remercie pour nos concitoyens qui auront un peu plus de lumière. Monsieur, alors, avant de donner la parole à Pierre Carassus sur un aspect concernant le fonds d'investissement sur les fonds scolaires, nous avons demandé, j'ai demandé à Madame Chevillier, doctoresse rythme scolaire, et dans le prolongement de la réunion que nous avons eue samedi, nous étions pas mal d'élus présents. Sur une réunion où il y a eu, je dirais, entre 120 et 150 parents, enseignants qui étaient venus, qui était une réunion d'information, comme nous en faisons régulièrement, sur la réforme scolaire. Nous avons souhaité, avec Mme Chevillier et M. Carassus, informer le conseil municipal, mais aussi ceux qui nous font plaisir de venir nous voir, pour vous donner des orientations, et notamment, parce que Mme Chevillier vous m'avez rappelé, je dois, comme on l'avait fait il y a quelques mois, prendre une décision sur l'organisation du temps. Voilà, donc je vous donne la parole, et ensuite M. Carassus nous dira un mot de combien ça coûte tout ça. Voilà, vous avez la parole, madame. Donc, sur la réforme des rythmes scolaires, brièvement rappelé, cette réforme, c'est une réforme éducation nationale, bien entendu, pas une réforme municipale. Elle a un but bien précis, qui a été d'élargir le temps consacré aux enseignements, qui actuellement sont concentrés sur 8 demi-journées, et qui, dans le cadre de la réforme, doivent être étalés sur 9 demi-journées, ceci dans un but de faciliter les apprentissages pour les enfants, considérant que plus le temps d'apprentissage est concentré, plus les enfants ont de difficultés, plus les enfants se fatiguent, plus ils ont de difficultés à appréhender les apprentissages. Ça ne rallonge pas la semaine scolaire, qui à l'heure actuelle est de 24 heures d'enseignement, et qui reste 24 heures d'enseignement, sauf qu'au lieu d'être réparti sur 8 demi-journées, ce sera réparti sur 9 demi-journées. L'enseignement ne devra pas dépasser 5 heures par jour et 3 heures pour une demi-journée. Dans le temps scolaire qui reste le même qu'à l'heure actuelle, parce qu'on n'est pas en Allemagne, les parents ne travaillent pas, ils peuvent récupérer leurs enfants à 2h de l'après-midi, donc le temps scolaire reste le même. Les municipalités sont chargées d'organiser TAP, c'est-à-dire le temps d'activité périscolaire pour les enfants, afin de rompre en quelque sorte le rythme de l'enseignement. Il y aura des heures d'enseignement et des heures où les enfants ont des activités qui ont été qualifiées d'épanouissantes. On pourra en reparler. Donc, nous avons été chargés d'élaborer dans un premier temps des emplois du temps pour caler à la fois les heures d'enseignement et les heures de temps d'activité périscolaire. Nous avons utilisé pour cela une méthode assez empirique. Nous avons utilisé pour cela une méthode empirique. Ah ben tu fais tout alors. Je fais tout. Je présente et je... Moi je voulais te mettre un chevalier servant, mais tu n'en as même pas besoin. Donc, on s'est appuyé sur une méthode qui a consisté, bien sûr, à partir des besoins de l'enfant, à concilier tout cela avec les attentes des parents, avec l'expérience que nous avons, nous, municipalité, des enfants, dans le cadre de nos activités périscolaires, nos observations, de la connaissance qu'on a aussi des enfants dans la vie de tous les jours, en tant que parents pour certains, en tant que grands-parents pour d'autres. Et puis nous nous sommes aussi appuyés sur les expériences des municipalités qui sont passées avant nous, qui ont essuyé les plâtres, et on a vu de nombreux commentaires dans la presse, et ça a présenté certaines difficultés que nous avons essayé d'éviter. Et enfin, tout cela devra être concilié, bien sûr, avec nos contraintes immobilières et nos contraintes en personnel. Alors nous sommes arrivés à une conclusion qu'il fallait dissocier on ne peut pas traiter de la même manière les enfants des écoles maternelles et les enfants des écoles élémentaires. Pourquoi? Pour les plus petits, après avoir lu beaucoup d'études sur les rythmes des enfants, sur tout ce qui a pu être écrit par les producteurs, toute la presse, tout ce qu'on a pu lire, les circulaires ministériels, on est arrivé à la conclusion que pour les petits, il y a une nécessité d'avoir des repères dans l'espace et dans le temps. Que les petits, il faut éviter de sortir de l'école.
Ils ont les repères à la fois dans leur école et avec les personnes qui les encadrent, les ATSEM, les institutrices, les gens qu'ils connaissent. Ils ont un rythme différent parce qu'il y a une fatigabilité plus grande, il y a une nécessité de les faire dormir, aussi bien ceux de petites sections, mais aussi souvent ceux de moyenne section, au moins pendant 1 ou 2 trimestres. Donc on a considéré qu'ils ne devaient pas avoir le même traitement que les élémentaires. Et pour les élémentaires, on s'est appuyé sur les observations dès qu'on a fait la première réunion publique, où les parents se sont exprimés et nous ont fait part de leur inquiétude de cette réforme qui finalement rajoute une demi-journée d'école aux enfants et qui, de ce fait, risque de les fatiguer, surtout au moment de la pause méridienne, les moments où ils ont, après avoir eu un enseignement toute une matinée, ils manifestent une certaine fatigue. Donc on a pris en compte ces observations pour choisir la période la plus adaptée, pour éviter au maximum les déplacements des enfants. Les enfants d'élémentaire pourront se déplacer, mais on a essayé de concevoir des déplacements les plus proches possibles de l'école, des lieux qu'ils fréquentent, d'avoir la circulation scolaire. Et on a donc élaboré des emplois du temps différenciés. Alors on a fait le choix dans ce premier temps de l'école le mercredi matin, non pas le samedi matin. Le texte prévoyait le mercredi matin et la possibilité de dérogation pour le samedi matin, mais ça doit répondre à des contraintes très particulières des mairies. Et puis les débats qu'on a pu avoir avec les conseillers, les enseignants et les parents nous ont orientés vers le mercredi de préférence, parce que manifestement ça correspondait à l'attente de la majorité des parents. Donc s'agissant de l'emploi du temps des écoles élémentaires, on a prévu effectivement de rallonger la pause méridienne. Dans le texte, il est dit que la pause méridienne ne doit pas être inférieure à 1h30. Nous avons considéré que la pause méridienne aurait lieu entre 11h30, l'école terminant à 11h30, la pause méridienne de 11h30 à 14h, avec un système de 2 services pour la restauration scolaire. C'est-à-dire qu'on va scinder les enfants en 2 groupes. On va avoir un premier groupe qui va partir en restauration scolaire, pendant que le groupe 2 sera en temps d'activité périscolaire. Quand le premier groupe aura terminé la restauration scolaire, ils se croiseront, l'autre groupe ira en restauration, et c'est le groupe qui a déjeuné le premier qui ira en temps périscolaire. Cet emploi du temps pour les écoles élémentaires, on a prévu que sur 3 jours de la semaine, les temps d'activité périscolaire se situeraient à la pause méridienne. Et 1 jour par semaine, on a prévu des activités beaucoup plus élaborées, puisque le temps périscolaire qui aura lieu à la pause méridienne sera un temps avec des activités de détente. Des activités, les enseignants nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas récupérer les enfants énervés après le temps périscolaire. Donc ce sera des activités calmes qui leur seront proposées sur le temps du midi. Par contre, 1 jour par semaine, on a proposé 1h30 de temps périscolaire. Il ne sera pas le vendredi, parce que le vendredi, on a des impératifs avec la piscine, les créneaux piscine. Mais 1 jour par semaine, il y aura un temps périscolaire plus élaboré, plus riche, qui durera 1h30 et qui, pour les écoles élémentaires, se fera à l'extérieur de l'école. Soit dans des structures sportives, soit à la ferme des jeux, soit... Voilà. Donc cet emploi du temps, c'est un emploi du temps qui ne sera pas le même, évidemment, pour tous les cours scolaires. On aura un changement de jour, le temps de 1h30 ne sera pas le même en même temps dans toutes les écoles, pour des raisons déjà de contraintes de nos personnels et de nos locaux. Donc on peut vous donner, je ne sais pas si vous voyez bien ce qui vous est proposé, les emplois du temps proposés selon que les enfants auront le temps d'activité périscolaire à la pause méridienne ou 1h30, 1 jour par semaine. Le jour où il y aura 1h30 d'activité périscolaire, la reprise des cours se fera à 13h30. Donc il y aura tous les jours reprise à 14h, sauf le jour où il y aura l'activité d'1h30. Parce qu'à la pause méridienne, il y aura un temps périscolaire d'une demi-heure jusqu'à 13h30, et ensuite, ou avant le repas, selon le groupe qui partira en restauration scolaire. Et ensuite, à partir de 15h jusqu'à 16h30, il y aura un temps d'activité périscolaire, et cela par semaine, dans chaque école, qui ne sera pas le même jour. Vous avez plusieurs emplois du temps qui vous sont proposés pour illustrer.
S'agissant des écoles maternelles, comme je l'ai dit, on n'a pas réservé le même sort aux élèves maternelles et aux élèves élémentaires. Pour les plus petits, on a stabilisé les horaires, les mêmes tous les jours, c'est-à-dire que systématiquement les petits reprendront les cours à 14 h, reprendront l'école à 14 h. On aura un système de 2 services, mais on a privilégié les temps d'activité à l'intérieur de l'école. Donc, 3 jours par semaine, le temps périscolaire se situera comme pour les élémentaires à la pause méridienne, en privilégiant la sieste pour les plus petits. Donc, on a à l'heure actuelle, en roulant un système de navette qui fonctionne avec des enfants qui sont transportés par vague. Ça sera toujours le même système. Les plus petits mangeront en premier et seront ramenés à l'école très vite pour pouvoir commencer la sieste le plus tôt possible. Les moyennes sections auront la possibilité aussi de dormir, mais ceux qui ne voudront pas dormir se verront offrir des activités, pourront participer à des activités calmes dans le cadre de ce temps périscolaire, avec un système évidemment d'organisation et de protocole organisé entre les enseignants et les ATSEM et les animateurs, puisque selon celui qui commencera la surveillance de la sieste, ce sera peut-être sans doute pas le même selon la durée de la sieste, et l'enseignant qui prendra la relève ensuite. S'en est travailler un protocole. Et une fois par semaine, les plus petits se verront offrir un temps de 1 heure à partir de 15 h 30 tous les vendredis. Puisque c'est la période où ils sont le plus fatigués à la fin de la semaine. Donc tous les vendredis, ils auront 1 heure de temps périscolaire, mais qui se passera à l'intérieur de l'école. On a eu des hésitations, on avait pensé à un moment à 1h30 comme pour les plus grands. Mais les spécialistes et également l'éducation nationale nous ont dit qu'1 h 30 pour les plus petits c'était trop long. Les sortir de l'école et les amener en bus comme pour les élémentaires c'était inconcevable parce qu'il faut les réveiller, il faut les amener aux toilettes, il faut les habiller et même dans un bus, l'heure et demie passerait très vite. Donc ils auront une activité plus riche, d'1 heure par semaine les vendredis, mais à l'intérieur de l'école, dans les locaux de l'école. Donc là aussi, toujours pareil, avec un système de double service à la restauration scolaire, avec des enfants qui, les premiers, auront le temps d'activité périscolaire avant la pause méridienne. Ce sera forcément les grandes sections pour les écoles maternelles, qui auront le temps périscolaire avant la restauration. Les petits, par contre, partiront directement à la restauration et reviendront au temps périscolaire pour dormir dès que le repas sera fini. Alors, s'agissant des activités proposées, je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est au tableau, mais globalement, on a tout un panel d'activités qui seront proposées sur le temps du midi, qui sont des activités d'expression corporelle, éveil théâtral, gymnastique douce, travail sur la motricité, scénettes, du cirque, des découvertes ludiques autour des langues sous forme plutôt de comptines en italien ou en anglais. On a quelques animateurs qui ont quelques talents à la matière. Sensibilisation également culture, tradition, initiation musicale, chant, loisirs créatifs, des jeux de société, des ateliers culinaires, des loisirs informatiques, des ateliers culinaires, des travaux qui pourront être menés peut-être même avec nos prestataires en restauration, qui ont beaucoup d'imagination apparemment. On est en train de resserrer le marché de restauration, on constate que nos prestataires ont beaucoup d'idées sur le sujet, qui pourraient peut-être s'intégrer, travailler avec nous justement. Ils ont l'habitude de le faire plutôt avec les enseignants, mais pourquoi pas ça pourrait s'intégrer dans nos activités périscolaires, loisirs informatiques, éveil aux sciences, découverte du patrimoine local, environnement, etc. Toutes les idées sont ouvertes. Certains parents m'ont signalé qu'ils sont venus voir à l'issue de la réunion publique, m'ont signalé qu'ils avaient aussi eu quelques talents, j'ai envie de se faire connaître, de manière à ce qu'on puisse les utiliser. Je propose de venir s'associer à eux. On peut aussi, vous avez mis quelques exemples pour que vous voyez les locaux qui peuvent être utilisés à la pause méridienne, notamment à l'école Veuve et Lantier, selon les services, selon que les enfants, leur RS, restauration scolaire, TAP, en activité périscolaire. Donc vous voyez les locaux qui peuvent être utilisés, notamment à Veuve et Lantier, les préfabriqués, la bibliothèque, le préau. Même chose à l'école Rouchon. On a les préfabriqués, les dortoirs, les salles
diverses salles qui peuvent être utilisées déjà sur place dans l'école pour éviter de déplacer les enfants. C'est évident que pour les élémentaires à Romain-Rolland, on a la chance d'avoir obtenu à proximité un certain nombre de bâtiments, notamment la bibliothèque, on a quelques infrastructures sportives autour des écoles de l'école Romain-Rolland, donc c'est vrai que tout ça, ça nous permettra, et puis par beau temps, pourquoi pas, les salles, les cours d'école, etc., qui pourront être utilisés pour certaines activités. Vous avez différents espaces, des infrastructures sportives, nos infrastructures culturelles, nos espaces également périscolaires, la maison des associations, les cours d'école. Parfait. Alors, derrière cette belle ambition, cette organisation, il y a aussi des réalités budgétaires. Comment la ville va relever ce défi. Donc, M. Carachus, est-ce que vous pouvez nous toucher un peu aussi rapidement. Donc, on a vu pour le fonds d'investissement disponible 100 000 €. Bien entendu, il ne sera pas forcément consommé la première année. Et dans les 100 000 € ne sont pas comptabilisés ce qui sera programmé dans le cadre de l'aménagement de l'infrastructure, où là il y a des investissements lourds et qui bénéficieront effectivement à la politique des rythmes scolaires. Au niveau du fonctionnement, à partir vraiment de quelques expressions des services concernés, on arrive à 27 000 € pour du petit équipement, que ce soit en spectacle vivant, en bibliothèque, etc. Pour le personnel, on a chiffré, y compris en incluant les intervenants extérieurs, à 95 000 € par an. Donc ça, c'est pas pour la première année, c'est sur une année pleine. La première année, on n'a qu'un trimestre, hein, c'est donc pour l'année 2014. Et on a prévu 15 000 € de formation. Alors les recettes passent à cela, au moins pour la première année, même s'il semble que le Premier ministre s'est engagé à programmer dans chaque loi de finances une somme pour participer au financement, mais il s'est engagé lors de l'Assemblée des maires, c'est ça, au Congrès des maires. Donc l'État nous verserait 50 € par élève, ce qui fait 50 000, et la CAF environ 54 000 dans le cadre des contrats que nous avons sur la petite enfance. Lequel contrat va être possible, y compris dans le cadre des taux d'encadrement prévus, un pour 14 pour le maternel et un pour 18 pour les élémentaires. Alors, juste 2 mots sur le calendrier tel que nous le voyons, tel que nous vous le proposons. Bon, là, comme ça a été dit tout à l'heure par Jacqueline, monsieur le maire, à l'issue de cette réunion du conseil, doit donner les horaires que nous proposons à l'inspection d'académie. En avril 2014, nous allons préparer à travers un groupe de travail, on a mis en place 2 groupes de travail. Un groupe de travail pour les maternelles, qu'anime Jacqueline et éventuellement moi-même, et un groupe de travail pour les élémentaires. Dans ces groupes de travail, il y a 3 représentants par fédération de parents d'élèves, un directeur et un représentant des enseignants, et nos responsables d'animation par centre, plus le directeur du service, M. Lounès. Donc ce groupe de travail va préparer ce questionnaire. Pourquoi les distribuer en avril? Il le préparera pour le conseil municipal qui sera élu, parce que c'est à ce moment-là que nous aurons à peu près toutes les inscriptions et qu'il nous sera possible de le faire parvenir au maximum de parents et qui puissent nous répondre de façon assez précise sur les services dont ils voudront bénéficier, puisqu'on rappelle que si la volonté de la ville, c'est que les TAP bénéficient au plus grand nombre, ils ne sont pas obligatoires. Donc si des parents ne veulent pas y participer, ils n'y participeront pas, que ce soit à prendre dans l'expo, et ils seront gratuits.
que ce soit pendant la pause méridienne comme pour l'heure et demie ou l'heure pour les enfants de maternelle. Ce groupe de travail aura aussi à préparer le projet éducatif territorial. Hein. On ne part pas de rien, on a un projet pédagogique qui a été mis au point sous l'impulsion de Jacqueline, etc. Et donc on va, je dirais, l'actualiser. Hein. Même si c'est pas la même chose tout à fait. Hein, mais il faut mettre au point un projet éducatif. Et enfin, tout au long de l'année, on a proposé, on a convenu, les partenaires en étaient d'accord, que ces groupes de travail deviennent des groupes de suivi de la mise en œuvre de la réforme, avec l'engagement de la représentante de l'inspecteur d'académie, de la possibilité de modifier certaines organisations si on fait un bilan qui nous conduit à dire telle chose ne convient pas, il vaudrait mieux faire de telle ou telle façon. Et donc je souligne que d'ailleurs Madame Story, qui est donc inspectrice, est venue à 2 réunions, à chaque réunion aux 2 dernières réunions du groupe du travail, une fois à la réunion du groupe de travail maternel et à la réunion du groupe de travail élémentaire. Et effectivement, sa participation nous a été utile pour, je dirais, avancer dans les propositions qui vous ont été faites ce soir. Voilà, merci chers collègues pour cette présentation quasi exhaustive, en tout cas sur les premiers jalons de l'application de cette réforme. Bon, je rappelle que nous avions pris une décision il y a quelques mois, c'est de ne pas l'appliquer en 2013. Je ne regrette pas cette décision, car quand on rentre dans la mécanique, on voit combien c'est complexe. Pour ceux qui souvent dans cette salle organisent des événements, ils savent ce que ça veut dire, ça semble simple une fois qu'on y assiste. Donc imaginez lorsqu'il s'agira ici d'encadrer un peu plus de 1000 enfants et puis aujourd'hui un peu plus de 735 qui fréquentent la restauration scolaire. Bref, tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc je remercie au-delà d'autres collègues qui ont réfléchi sur les enjeux culturels, Madame Guyard, Madame Magnifique aussi sur les aspects sportifs, parce que tout ça c'est la synthèse de la synthèse, mais il y avait eu nombre d'élus et au-delà, les nombreuses réunions que nous avons eues en interne pour arriver à cet arbitrage que vous devinez. C'est un sujet très important, et donc le Conseil a la parole pour émettre un point de vue, abonder, amender. Les avis sont les bienvenus parce qu'il s'agit quand même d'un élément essentiel de l'organisation de la communauté éducative qui intéresse aussi les parents, les enseignants, les directeurs. Voilà. Si vous avez des questions, monsieur le Président, vous avez la parole. Et je vous invite à le brillant exposé de Madame Chevillier, c'est toujours bien fait. J'ai une question sur les parents qui ont 2 enfants, qui peuvent être petite section, grande section maternelle, ou maternelle et primaire, avec la pause méridienne, et qui ne vont pas à la restauration. Je n'ai pas entendu cette partie-là. Vous avez parlé au niveau de la restauration, donc c'était bien articulé entre premier service, deuxième service, mais les gens qui récupèrent leurs enfants, qui ont 2 enfants, soit dans 2 sections différentes, soit dans une école maternelle, soit dans une école élémentaire. Les heures de sortie d'école ne changent pas. Le matin, c'est 11h30 dans toutes les écoles, et l'après-midi, c'est 4h30 de sortie. Ce qui va changer, effectivement, c'est certains jours où, en élémentaire, les enfants ont à 13h30, les autres jours 14h. On s'est posé la question, et on nous a posé la question, les parents qui récupèrent les enfants le midi, qui les ramènent ensuite à l'école, et qui, peut-être, pour certains, n'ont pas la possibilité de les ramener à 14h. Nous aurons un système prévu pour accueillir les enfants qui mangent sur la restauration scolaire et qui rejoindraient l'école un petit peu avant les 14h. Donc là, il y aura un système qui sera prévu pour les accueillir. Juste un complément de ce que dit Jacqueline. À la réunion que nous avons tenue donc samedi,
les parents qui étaient là semblaient partager l'opinion que si les parents ne peuvent pas faire autrement, bon, c'est bien, on les accueillera, mais l'intérêt de l'enfant, s'ils font le choix de manger chez eux, c'est si possible de rester jusqu'à 14 heures chez eux, parce que les promener deux fois, c'est pas l'intérêt de l'enfant. Mais on comprend très bien qu'il y a des enfants, des parents, pardon, qui ne pourront pas venir à 14 heures, donc on prendra, comme l'a dit Jacqueline, des dispositions pour les accueillir à 2h30. Nous, notre but, on n'a peut-être pas assez insisté, parce que j'ai été synthétique peut-être un peu trop, il y a un aspect qui a été important dans notre démarche, c'est qu'on constate que les enfants sont un peu bousculés à midi pour aller, à 11h30 pour aller à la restauration scolaire. Ils ont un temps, ceux qui en particulier sont à l'école Romain-Roland, ont un déplacement à effectuer à l'aller ou au retour, c'est vrai qu'ils sont assez bousculés par les animateurs pour ne pas arriver en retard à l'école, etc. Et donc on a pensé qu'en rallongeant cette pause méridienne, l'intérêt que vous voyez, c'est que les enfants mangeraient dans de meilleures conditions. Ils seraient moins bousculés pour le repas pourra être un peu plus long, on les bouscule vraiment pour revenir. Merci de cette pression. Monsieur Chalot, vous avez la parole. Oui, d'abord, je voulais dire que le choix que nous avons pris collectivement de prendre son temps et de réfléchir et de discuter avec les différents partenaires, c'est un choix judicieux, on voit maintenant, puisque ce projet est partagé par toute la communauté éducative. J'ai bien aimé aussi ce qui a été dit sur l'attente et le besoin, parce qu'effectivement, que la 5e demi-journée soit le mercredi matin, ça rentre dans le cadre de l'attente des parents et des enseignants, mais peut-être pas des besoins, mais ça c'est la réalité, c'est qu'il y a une attente sociale très forte, parce que les besoins, ça aurait été peut-être que ce soit le samedi matin, mais ça c'est une remarque. J'ai vu très précisément le tableau. Alors ce qui est intéressant sur la pause méridienne, parce que c'est effectivement une pause méridienne, il n'y a pas d'activité physique, ça veut dire qu'on a vraiment intégré des expériences d'autres villes qui ont mis des activités physiques et les enfants étaient énervés, fatigués. Donc là effectivement c'est une véritable pause méridienne. Il n'y a aucune confusion entre l'enseignement et les activités ludiques, c'est important. L'enseignement c'est l'enseignement, l'activité ludique ce sont les activités ludiques. Moi j'ai juste une question par rapport, toujours sur la pause méridienne. Il est aussi important qu'il y ait des temps pour soi, de manière à ce que les enfants puissent se poser et se reposer. Ça veut dire qu'il y aura des activités calmes, il y aura des activités où les enfants pourront se rencontrer, discuter ensemble, etc. Mais il faudra notamment pour les tout petits, les CP, les CE1, des moments, au moment de la pause méridienne, où ils puissent réellement se poser, et y compris ne rien faire à certains moments. Et Madame Chevy le dit souvent, ça je vais vous faire son porte-voix pour... Dès le début, vous l'aviez évoqué, cher Jacqueline, c'est que on a le droit, je l'ai dit sous forme de boutade, de rêver, de buller, de ne rien faire. Ce sont des âges où la part de répit, de liberté, doit être considérée avec autant d'importance que notre capacité collective à organiser des activités calmes et relaxantes. En précisant que c'était une conviction, et comme tu dis Jean-François, c'était l'une des premières exigences de ceux dont c'est le métier et qui héritent ensuite les enfants, ce sont les enseignants. Ils avaient vraiment beaucoup insisté là-dessus et pour ne pas trahir ce qu'a souhaité Jacqueline Chaudier, c'est que là aussi nous-mêmes nous intégrions cette dimension de répit et d'un autre rapport au temps. Voilà, si on peut offrir cette réforme qui est importante, qui est portée par Payon, qui est d'allonger le temps, on est toujours enclin à toujours critiquer les choses. Je pense que si c'est compliqué à mettre en œuvre, mais dans sa jeunesse qui attire celle de redonner un peu de temps et un peu de répit, c'est ce qui a motivé nos choix. Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et en disant ici, Pierre l'a dit, je donne la parole, Pierre, on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Ça veut dire qu'on va tenter, on va expérimenter, c'est ce qu'on a dit à l'ensemble de la communauté éducative, et s'il faut corriger, eh bien on corrigera. Voilà. Pierre. Oui, c'est juste pour nuancer la notion de partager. On a rencontré suffisamment séparément les écoles, les fédérations de parents d'élèves, etc. Il serait faux de dire que tout le monde est d'accord sur ce qui est proposé. Mais tout le monde a compris qu'on avait travaillé avec la volonté d'arriver à un compromis qui soit le plus représentatif des aspirations des uns et des autres. Et c'est pour cela que, par exemple, à la réunion
ceux qui y étaient, vous étiez nombreux comme l'a dit M. le maire, ceux qui étaient à la réunion samedi matin ont vu que tout ça s'est très bien passé, qu'il n'y a pas eu de contestation sur la présentation qu'a faite Jacqueline, parce qu'ils savaient pertinemment que ça résultait d'un compromis, même si tout le monde, si certains l'auraient vu différemment. Hein, et ça a été proposé à plusieurs reprises. Et c'est ce qui fait dire souvent à Jacqueline, certains nous ont dit, mais vous avez hésité. Oui, on a hésité, parce qu'on a écouté. Et comme il n'y a pas été, en disant, voilà, nous on veut ça, et c'est ça qu'on va faire. On a beaucoup écouté et on a essayé de, non pas synthétiser, mais d'avoir un résultat qui corresponde aux différentes aspirations qui avaient été formulées par les uns et par les autres. C'est la co-construction. À telle enseigne, et je vous donne la parole, Jacqueline, que finalement, à travers la question de M. Pratola, c'est ce que j'expliquais quand on rentre de la mécanique, nous avons identifié toute une série d'exceptions et de cas particuliers. On peut prendre celui de famille où 2 enfants sont dans 2 groupes scolaires. Il va falloir nous adapter, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir être très attentif, parce que, à l'instar de votre question, on en a eu samedi dernier, j'exagère à peine, mais 5-6 du même acabit, quoi, de gens qui nous disent, voilà, moi je suis dans telle situation, comment allez-vous gérer? Et à la fin, la vraie question c'est, est-ce que si je ne rentre pas dans ce cadre, vous me garantissez une capacité d'accueil? C'était ça, et j'ai deviné à travers votre question. Madame Chevilly. Moi, je pense que cette réforme, bon, elle a été beaucoup décriée. On a considéré que rajouter une demi-journée d'école à des enfants qui avaient déjà 4 jours d'école, ça faisait peut-être beaucoup. Moi, je pense que pour nous, c'est quand même un challenge à relever. Et je crois qu'il ne faut pas prêter à cette réforme des ambitions qu'elle n'a pas. Quand on parle d'épanouissement des enfants, ça ne veut pas dire la culture pour tous. Je crois que c'est pas ça, il ne faut pas la lire comme ça, la réforme. On va profiter de la réforme pour qu'un jour par semaine, on offre à des enfants la possibilité, effectivement, d'accéder à une culture à laquelle peut-être ils n'auraient pas pu accéder. Mais les autres jours, s'épanouir, comme l'a dit M. le maire, je le répète souvent, s'épanouir, ça peut être en ne faisant rien, s'épanouir, c'est en jouant. On dit souvent, un enfant qui joue est un enfant heureux. Je veux dire, un gamin qui va jouer avec des Legos, ça va être pour lui un moment de détente et un moment d'épanouissement. Donc c'est ça qu'il faut savoir, essayer de transcrire à travers ce qu'on veut faire. Rien n'est gravé dans le marbre. On va s'efforcer d'avoir un observatoire qui nous permettra de rectifier ce qui n'aurait pas été bien fait. On est à l'écoute des parents pour s'efforcer de leur faciliter la vie. On ne va pas essayer à travers nos emplois du temps de compliquer la vie des parents. Si effectivement il y a 2 enfants qui sont dans 2 classes différentes, on s'efforcera de les mettre dans les mêmes groupes de restauration pour pas que ça pose de problème. Je crois qu'on doit arriver avec beaucoup de bonne volonté, avec un travail collectif, avec les parents, avec les enseignants, avec les animateurs, avec les aides-scènes. On devrait arriver à relever ce challenge. Il n'est pas facile à relever parce qu'il met en question toute une série de responsabilités. On peut passer les enfants sur la responsabilité des aides-scènes, ou des enseignants, ou des animateurs. Il va falloir être vigilant. On va effectivement déplacer de nombreux enfants. Il faudra être très vigilant sur la sécurité. Je pense que c'est un challenge qu'on doit pouvoir relever. Monsieur Franzy. Personnellement, je suis assez gêné avec cette réforme. Mon premier, après avoir lu, écouté, et un peu réfléchi, mon premier réflexe a été d'être contre immédiatement et sans compromission. Je reconnais qu'effectivement le choix d'attendre, puisque à la Genèse on avait le choix soit de mettre en œuvre au 1er septembre 2013, soit au 1er septembre 2014, je pense qu'il a été de bon ton, enfin de bon sens même, d'attendre la deuxième vague plutôt que la première. Néanmoins, et pourquoi? Parce que quand je vois les tableaux qui sont faits, je me doute, je ne voudrais pas demander le nombre d'heures qui a été passé, parce que je pense que ça doit être affolant. Et je me rends compte, je ne sais pas qui a fait les tableaux, qui est derrière, quelles sont les petites mains qui les ont élaborés. Mais il y a énormément de boulot et je pense qu'il ne faut pas. Ce serait malvenu d'emblée de pousser tout ça d'un revers de main. Néanmoins, là où cette réforme me gêne un peu, c'est qu'aujourd'hui, elle engage les collectivités territoriales, entre autres, donc les communes. On le voit ici dans des provisions sur des crédits d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, cette loi, non seulement
oblige, impose, parce que clairement, comme vous le disiez, les salles de classe sont sanctuarisées, donc ça veut dire qu'on a besoin d'autres espaces, d'autres volumes, d'autres surfaces, d'autres lieux pour pouvoir mettre en œuvre cette réforme. Donc ça veut dire effectivement des constructions, des travaux, des coûts, des emprunts, des dettes pour les communes. Vous le disiez tout à l'heure, la somme des cas particuliers ne fait pas le cas général, et personne ici autour de cette table ne dira et ne peut dire aujourd'hui quel va être le coût de ces cas particuliers. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui vous dépasse, vous, moi, enfin Jacqueline, ici personne ne peut le mettre en avant. Voilà, donc aujourd'hui, et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, c'est très bien, on équilibre à peu près, on a un fonds de 100 000 euros, globalement entre la CAF et l'État, on touche 95, bon, le delta, il est neuf. Sauf que... Laissez finir, monsieur. Excusez-moi. Le delta est peanuts, peu importe le sens dans lequel il arrive, mais deux questions. L'aide de l'État, qui sait aujourd'hui combien de temps elle va durer? Moi je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu des intentions, mais je n'ai pas entendu, et j'ai rien lu de... Vous savez que je lis des choses plutôt officielles. Voilà, aujourd'hui, je me dis que tout ce travail, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de choses qui sont extrêmement remuantes pour la totalité, que ce soit les collectivités, le monde enseignant, les parents, les enfants, etc. Et, alors je vais faire mon vieux con de service, mais j'ai peur que le ministre suivant, lui, d'un revers de main, bouscule tout l'investissement qui aura été fait. Alors, je ne sais pas, enfin j'ai dit je suis gêné, c'était peut-être un long monologue, j'espère que j'ai enquiquiné personne. Enfin, pas trop, mais voilà, j'ai peur, c'est vraiment ma crainte, que tout ce boulot, in fine, d'une part, ne serve pas forcément à grand-chose, et deuxièmement, mettre les collectivités peut-être en position difficile, parce que, je répète, c'est de l'investissement, donc du durable, puisque c'est sous forme d'emprunt, et deuxièmement, comme on aura besoin d'encadrants et de personnel, et c'est aujourd'hui sans doute peut-être tendre la main, et malheureusement peut-être la lâcher. Et ça, c'est franchement pas bien. Et c'est pas à gauche. Donc non, ce n'est pas un monologue, et je me félicite toujours quand l'opposition s'exprime sur des dossiers essentiels. C'est un enjeu pour les 6 prochaines années qui est majeur. Donc les points de vue et les considérations méritent du temps. Pourtant, il y a une chose que je ne peux pas vous laisser dire, M. Franzi, c'est de laisser à croire que ça pourrait constituer un gouffre pour la commune. Il nous est arrivé d'être réservé sur certains aspects. Je ne crois pas trahir la pensée de mes amis en me disant que c'est une chance pour les enfants de l'État. Et lorsqu'on inscrit, vous avez fait une petite confusion entre ce fonds, mais c'est vraiment, on n'a pas encore délibéré, qui relève de l'investissement, de créer un fonds d'investissement de 100 000 euros, avec en regard une subvention de fonctionnement en face de laquelle nous avons inscrit une dépense. Et chaque euro qui sera investi, soit l'aurait été, soit sera utile. Voilà. Chaque euro qui est dépensé dans cette commune, dès lors qu'il concerne, il intéresse les enfants et les familles, il est utile. Ou alors, il faut nous démontrer sur ces dernières années que certains auraient été utiles. Je vais revenir sur la question de la pérennité du fonds, et pour une fois, je vais juste un tout petit peu corriger ce qu'a dit mon ami Pierre Carassus, c'est qu'en effet, pour l'heure, non, hier soir seulement, pas de détails, parce que c'était assez cuit. Plus sérieusement, ce qu'a dit le Premier ministre, il se trouvait que le hasard a voulu que je me trouve dans la salle, escalité, comme maire de notre commune, il a été assez clair. Et au début, c'était la seule lettre que nous ayons adressée, souviens-toi, au ministre de l'Éducation nationale, j'ai eu l'occasion modestement de le lui dire, c'est qu'en fait, il y avait un fonds qui abondait en apparence les bons élèves qui appliquaient la loi dès 2013, sur une règle qui était connue, qui n'a pas changé quant au calcul de la subvention, et qui sanctionnait ceux qui, comme nous, se disaient, nous, on a envie de réussir cette réforme, mais on a besoin de temps. Nous, comme d'autres, nous avons été entendus. Et ce qui a été décidé pour deux raisons, qui étaient la pression des élus locaux
mais aussi parce que l'ensemble des crédits qui étaient inscrits, qui devaient être de mémoire d'un peu plus de 400 millions d'euros, à vérifier, je parle avec un peu de précaution, j'ai la mémoire des chiffres, mais en fait n'avait été consommé que 40%. Donc il y a eu un reliquat qui est venu abonder la reconduction de ce montant. Et ce qu'a dit le Premier ministre, il l'a dit en prenant l'engagement devant le président de l'Association des maires de France, qu'il proposerait de le reconduire au regard de l'analyse qui commençait à être faite sur le coût pour les communes. Car on ne va pas dire aujourd'hui contester ce qu'on a dit hier. Longtemps nous avons contesté le fait que l'État décentralise ou déconcentre sans nous donner les moyens, et puis aujourd'hui soudainement dire c'est pas un problème. Donc cette exigence nous l'avons portée, on l'a dit ici, nous avons écrit à nous, mais nous avec d'autres, nous avons été impliqués. Ça coûtera ce que doit coûter cette réforme, et nous pourrons l'absorber. Ici, sur les orientations des premières simulations, elles n'ont pas été faites au doigt mouillé, comme on dit. Elles sont le fruit d'un calcul qui correspond à des calculs d'horaires dont nous héritons, de recrutement ponctuel selon les statuts, Pierre Carassus, il travaille avec Jacqueline, d'intervenants extérieurs, notamment sur les fameux 1h30 de l'après-midi TAP, en matière de sport, de culture, je ne reviendrai pas sur ce qui a été décrit, sur une réorganisation du temps interne de nos animateurs. Bon, je rappelle qu'à Montpénil, ils sont statutaires. C'est de la stabilité. Regardez dans notre commune. Souvent, ils ne durent que le temps d'une saison scolaire. Eh bien, le pari qui a été fait, l'investissement qui, il y a quelques années, a été fait, aujourd'hui nous est très utile. Et il faudra, en effet, très certainement créer des postes d'animateurs. C'est l'évaluation que nous ferons en avril qui nous dira de combien d'enfants nous avons. Mais nous pouvons supporter cette dépense. On en reparlera et on mènera la bataille si demain on n'est pas soutenu par l'État. Bien sûr qu'on l'amènera, quel que soit le gouvernement. Parce qu'il en va d'abord de la défense des intérêts de Volpini. Mais on peut l'absorber, c'est lourd, c'est long, et quand vous dites qu'il faudra s'endetter, que dites-vous là? Parce qu'on crée un fonds d'investissement, on s'endette? Non. D'abord, on n'a pas voté le budget de 2014. Le votera le prochain conseil municipal qui se réunira au mois d'avril. Je rappelle que cette commune a une capacité d'investissement. Elle dégage de l'autofinancement, et puis aussi de temps en temps, elle contracte des prêts pour des grands chantiers. Mais si demain on dit par exemple, on a grandi une école, c'est un problème? Non, c'est du confort de travail, éventuellement pour d'autres activités que périscolaires. Donc moi je ne considère pas que les choix que nous ferons, et en plus ce fonds, il va servir à quoi? C'est des choses très concrètes. La division peut-être de gymnase pour y mettre des rideaux pour accueillir les enfants. La capacité que nous aurons éventuellement au petit théâtre d'installer un vidéoprojecteur pour avoir, au-delà de la grange, une programmation pour les enfants. La possibilité donnée aux enseignants de musique de disposer d'instruments pour aller dans les pratiques collectives. Voilà ce que c'est que ce fonds d'investissement. C'est très concret. Est-ce que c'est de l'argent foutu en l'air? Non. Non. On va donner du goût, de l'appétence, de l'envie. Nous allons nous inscrire modestement de ce que sont les temps et les rythmes scolaires. Voilà ce qu'on va faire. Le vrai sujet, c'est moins l'investissement, c'est le temps de fonctionnement que nous prendrons date. Voilà, de notre capacité à organiser le temps. Et quand Pierre et Jacqueline m'ont proposé, je vais vous dire, au début, j'étais un peu déconcerté quand ils m'ont parlé de pause méridienne. Il faut le dire ici, c'est le moins pire des systèmes, mais c'est aussi sur le plan de la gestion. Et après, au-delà de ce qu'a dit Jacqueline sur un temps de répit, reprendre un peu de temps dans ce fichu monde, reprendre un peu de temps, offrons-le à nos enfants, c'était une bonne proposition en termes de gestion. C'est vrai. Parce que si, comme d'autres villes l'ont fait, en disant vite fait, bien fait, 2 fois 1h30 dans la classe, et ça devient soit des séances de devoirs ou des intervenants extérieurs, c'eût été la solution de facilité. C'est pas celle qu'on a pris. On a pris un chemin un peu plus, non pas tortueux ou sinueux. On s'est dit, c'est quoi l'intérêt de l'enfant? Et c'est ce à quoi nous arrivons. Mais vraiment, je pense qu'on peut l'absorber. Oui, ça coûtera à la commune. C'était pas prévu. Communifergie n'était pas prévu. Rappelez-vous, 2,7 millions d'euros, certains nous promettaient la faillite. On l'a absorbé et on n'a jamais autant investi. Je vous invite, cher monsieur, en séance, vous avez toujours la parole à la fin, respectez cette heure. Vous aurez
l'occasion, nous vous connaissons, d'intervenir si vous souhaitez. Donc voilà ce qui est devant nous. Et je le redis, pour nos enfants, pas pour nous, c'est peut-être une chance, mais elle est propre des faits. Voilà, mais il faudra être vigilant, Jean-Pierre. Monsieur Chalot. Oui, cette réponse peut être diffusée par un certain nombre de villes, mais comme l'a dit monsieur le maire, c'est une chance pour l'organisme parce qu'il y a une orientation en faveur de l'accès aux loisirs pour tous, il y a des équipements, et puis il y a une volonté, et puis aussi il y a une démarche. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des questionnements par rapport à cette question d'aménagement des rythmes scolaires. Nous sommes tous partagés par rapport à cette question, des interrogations, notamment par exemple par rapport à la pérennisation des subventions d'État. Par exemple, la part de la caisse d'allocation familiale qui est importante et au détriment de l'action sociale de la caisse d'allocation familiale. Tout le monde a des interrogations. Mais on a décidé, parce qu'on est dans un cadre républicain, parce que c'est aussi une chance d'appliquer cette loi et de faire que ça se passe pour l'intérêt des enfants et l'intérêt de toute la communauté éducative. Donc bon, je pense que nous sommes sur des bonnes bases. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur François. Je remercie Jean-François de s'allumer, c'est pas allumé. C'est bon. Oui, je remercie Jean-François d'avoir dit ce que j'allais dire, parce que c'est exactement ça, c'est la somme des inquiétudes qu'on peut avoir qu'il vient de reciter. C'est vrai aussi que de choisir un temps sur le midi, économiquement, c'est mieux, parce qu'elle est moins chère. Si, il faut être logique. Bon, pas forcément. Je vous invite à bien méditer ce que vous venez de dire, M. Franzi. Pardon de vous interrompre, nul ne le sait. Parce que si demain les parents faisaient le choix, nous sommes à 70%, on va dire, d'occupation, si je reprends mon chiffre, 1014 élèves, c'est ça cette année, Madame Chevillier, et 735 qui vont à la restauration. Ça a un coût pour la commune, puisque nous avons décidé de faire porter l'effort par l'impôt, en partie, du coût de la restauration collective. Je ne vais pas parler ici de déficit de gestion, c'est un choix politique qui permet aux enfants et aux familles de pouvoir accéder à la restauration. Mais si demain, un plus grand nombre décide, parce que c'est ce que me disait, enfin ce que je devine dans l'esprit de M. Protola, c'est dire, les parents, ils n'auront pas le choix. Ils devront, par rapport aux horaires, peut-être inscrire leurs enfants à la restauration. Alors ça coûtera plus cher. Et ça coûtera aussi plus cher, et je reviens à ce que je donnais comme exemple, pardon, M. Franzi, de dire si on fait le choix, nous, d'étoffer les équipes d'animateurs sur la pause méridienne, au nom, c'est pas qu'une logique de gestion, de ce que nous disent les enseignants, les spécialistes, il faut un peu plus de répit, un peu plus de repos. Je vous le redis, la solution la plus simple qui était la nôtre, c'est de dire 1h30, fin de journée dans les classes, et hop, ça coûtait pas cher. Ça coûtait pas cher. Mais alors ça voulait dire, on respectait plus ce que tu disais, Jacqueline, l'esprit de cette réforme, l'intérêt de l'enfant. Tous les enseignants, certains évolué au début, mais on a tenu là-dessus, on s'est dit, il y aura peut-être des petites exceptions pour les maternelles, comme vous l'avez dit. On s'est dit, il faut que les enfants perçoivent bien ce qui est le temps scolaire, le temps pédagogique, du temps périscolaire. Ce qui nous a conduit à dire, il faut sortir de la classe. Et il y avait une unanimité. Après, je ne le citais pas ici, certains enseignants nous ont dit, est-ce que vous êtes sûr? Parce que nous, et on a discuté, ce que disait Pierre Caratius, il n'y a pas unanimité autour de l'orientation et de la décision que je prends. Mais non, c'est de bonne, attention à l'expression, de bonne gestion ne veut pas dire que c'est le plus économique. Vraiment, il faut là-dessus qu'on soit vigilant. On fera un point, je dirais, fin 14, et puis, quand on sera, je dirais, à la veille de la préparation de la rentrée 14-15. Voilà. Monsieur Caratius? Non, c'est juste par rapport à ce que vient de dire Franzi. Par contre, pardon, on va vous donner la parole après. Excusez-moi, allez-y, monsieur. On donne la parole, et je vous donne la parole, et après, Jean-François. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour nous, ce créneau-là est le seul qui nous permet de synchroniser les classes. Ça, c'est sûr. Ça, par contre, c'est vrai. Mais par contre, si par exemple on avait fait le choix, comme certaines communes l'ont fait, de faire ça en fin de journée, il se pourrait que beaucoup de parents ne participent pas au TAP et qu'effectivement ça nous coûte moins cher. Et c'est ce qui est arrivé dans pas mal de communes. Donc c'est difficile d'apprécier que ce n'est pas un choix économique, c'est ça que je veux dire. C'est un choix d'organisation, c'est un choix
de démarche. On a voulu sanctuariser les classes, mais ce n'est pas un choix économique. Alors, je vous donne la parole, pardon, M. Franzi, ensuite M. Chaplet. Je reviens sur l'idée première que j'avais essayé de développer tout à l'heure. Je répète, ça nous dépasse de toute manière parce que cette loi, c'est pas ni vous ni moi qui l'avons décidé. Et je répète, moi je me souviens en 2008, quand on est passé de 9 demi-journées à 8 demi-journées, les spécialistes expliquaient à l'époque avec conviction que c'était le mieux pour l'enfant. Bon, les gouvernements changent, les spécialistes aussi, donc aujourd'hui on en est là. Voilà. Mais, je répète, mon approche n'est pas une vision micro focalisée sur Volpénil. Elle est plus large que cela, et je suis content de vous avoir permis de vous exprimer sur Volpénil, monsieur le maire, c'est votre fonction. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus macro et se dire qu'après tout, cette réforme, elle coûte, quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille bien en penser. Elle sera dépensière pour les communes, pour quelque chose qui risque d'être oublié. Monsieur Chalot. Oui, très court. Juste une remarque qui me semble importante, c'est qu'on a fait le choix à Volpénil d'avoir du personnel qualifié. Et je crois que ça, c'est important dans le cadre de l'orientation éducative de la commune, du personnel qualifié. Donc, c'est vraiment des actions éducatives importantes qui sont faites, notamment pendant la période méridienne. Merci de le préciser, c'est meilleur de les saluer, parce que pour eux aussi, c'est quand même un... Oui, absolument. C'est un défi, il va falloir s'adapter, repenser les temps de travail, comme c'est un effort. Donc, prenons date. Cette loi de programmation d'éducation a été voulue par les Français, puisque vous le parlez de Macron. Elle était inscrite dans un nombre de propositions, des uns comme des autres. Voilà. Donc, on peut changer, les spécialistes changent parfois, mais en tout cas, voilà, c'est conforme à ce qui avait été pris comme engagement en d'autres lieux et en d'autres temps. Alors, à moins qu'il y ait d'autres remarques ou questions sur cette, en tout cas, les orientations que la ville propose. En revanche, il faut délibérer, hein, monsieur Malmassari. Donc, comme la délibération précédente, pour créer ce fonds d'investissement de l'école scolaire, il faut autoriser par anticipation du budget primitif 2014 l'ouverture de crédits budgétaires à la section d'investissement dépenses. Donc 50 000 € sur l'article 2184 et 50 000 € sur l'article 2850. Voilà. Par anticipation, j'en conviens, mes chers collègues, sur ce que sera le budget. Hein, donc, deux délibérations là-dessus. Donc je l'avais déjà annoncé à plusieurs reprises, mais voilà, dérogation, mais là aussi nécessité fait loi. Je mets au voix, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, et je vous en remercie sincèrement. Alors, Madame Guyard, pour l'attribution de subventions. En avril 2013, on a signé une convention pluriannuelle avec la compagnie Caractère, on l'avait débattu ici, et la compagnie Caractère nous demande de pouvoir disposer de la subvention annuelle de 2014. Et donc, je vous demande d'autoriser à verser à la compagnie la subvention annuelle de 20 000 €. De notre compagnie en résidence. Merci, Madame Guyard. Y a-t-il des questions concernant Monsieur Franzi? Est-ce qu'il y a d'autres associations qui ont demandé une avance de trésorerie? Écoutez, à ce jour, non, mais la même réponse serait faite pour celles qui en auraient une impérieuse nécessité. Et celle-ci est fondée en partie par le fait que ça ne leur a pas échappé, qu'ils ils sont très présents, voilà, conformément à la convention, notamment dans les lycées, dans l'intergénérationnel, et puis pour dire les choses, dans la production d'une pièce à Volpénil, hein, le Lorenzaccio Musset, qui sera produit et écrit à Volpénil, et dans lequel il y aura 18 comédiens du niveau choix. Voilà, donc tout ça, ça nécessite quelques moyens. Moi, j'ai raté le casting, j'ai tenté l'audition. Voilà, c'est aussi peut-être la raison pour laquelle la complètement est sollicitée. Mais la prochaine fois, je saurai réviser. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Caractère, je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 4 abstentions, pardon. Adopté, je vous remercie. Je donne ensuite la parole à Madame Baudet pour nous parler de la psychologue. Oui, depuis plusieurs années, une psychologue
travaille dans le cadre de l'université de parents. Elle va faire 42 vacations de 3 heures pour l'année 2014, à raison de 25,50 € brut de l'heure de la vacation. Donc il est demandé de signer d'accepter cette rémunération. Je suis désolé, C'est pas grave. il me parlait à l'oreille et je connais la délibération, donc voilà. Donc y a-t-il, excusez-moi Madame Bonnet, des questions concernant cette délibération? Mettons classiquement, il n'y en a pas, je mets au vote, y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité, bravo. Voilà. Je passe maintenant à la question. La parole à M. Jacob sur les congés bonifiés. La loi de 1984 a institué un régime de congés bonifiés destiné aux fonctionnaires territoriaux originaires du département d'Outre-mer. Un agent municipal étant concerné en 2014, il est proposé d'accepter cette prise en charge. Voilà, délibération classique dont, comme disait Mme Moreau, là aussi l'État un jour s'est délesté. Voilà. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas. Je les ouvre, y a-t-il des contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Jacob, vous avez toujours la parole pour les besoins saisonniers. Afin d'assurer dans les meilleures conditions d'accueil l'accueil des jeunes pénibauxois lors des vacances de février et mai 2014, il vous est proposé de renforcer temporairement l'équipe du centre de loisirs par la création de 2 postes en février pour les services enfance et de 3 postes en mai pour le service jeunesse. Merci. Là aussi, y a-t-il des questions? Je mets au vote, y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Nos jeunes. Et toujours M. Jacob pour création de poste sur la restauration scolaire. Considérant la nécessité de renforcer les services de restauration scolaire et d'accueil périscolaire, il vous est proposé de créer à compter du 1er mars 2014 un poste non permanent équivalent à 40% d'un temps plein sur une durée de 12 mois. La rémunération sera fixée sur la base de l'indice majoré 308, à laquelle s'ajoute 10% au titre des congés payés. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Je mets au voix. Je vous en prie, monsieur Franzine. Deux questions. Pourquoi non permanent et pourquoi non permanent de 12 mois et pourquoi de mars à mars, qui n'est pas un rythme scolaire particulier? C'est un remplacement, monsieur. Peut-être qu'on s'est calé sur un poste. Je donne la parole au directeur général avec la commission. Voilà. On s'est calé sur un poste qui existait déjà, qui s'arrêtait en mars. Donc on est héritier des décisions qui avaient été prises avant. Ça marche pour une année. Et c'est un emploi non permanent parce qu'on n'a pas le droit de créer des postes contractuels à titre permanent. Et ça nous permet de ne pas utiliser la totalité de l'année. Ça peut être un contrat de 6 mois, c'est en fonction des besoins sur la restauration. Merci. Vous m'avez un peu aidé parce que m'arrive rarement, mais là, je n'ai pas eu la même attention. Je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Adopté. Et je donne la parole à Mme Chevalier du tarif des classes découvertes. Alors, la ville de Volveny offre depuis de nombreuses années la possibilité aux enfants des écoles élémentaires, des classes de CM2, de bénéficier de classes de découverte. Ces classes de découverte sont une expérience intéressante pour les enfants parce qu'elles leur permettent de partir de chez eux et d'avoir un regard sur l'école qui sera sans doute très différent quand ils reviendront, compte tenu de l'expérience de ces voyages qu'ils vivent avec leurs enseignants. En particulier pour les enfants qui parfois ont des difficultés à l'école, on a constaté que ça leur offre la possibilité de revenir avec un regard différent sur l'école. Néanmoins, ces classes de découverte ont un coût pour la commune, mais aussi avec le coût de l'augmentation du coût de la vie, un coût pour les familles. Donc on a mené un travail cette année sur ces classes de découverte en concertation avec les directeurs d'école, avec les enseignants concernés, et puis aussi avec les prestataires, pour réfléchir à des voyages sur des périodes beaucoup plus courtes
et surtout des distances beaucoup moins longues, puisque le coût des voyages, ce qui coûte très cher, c'est souvent le déplacement de car et l'augmentation du prix du carburant. Et donc les enseignants ont été tout à fait partie prenante dans cette démarche, ils ont tout à fait adhéré à la démarche qu'on a initiée, ce qui nous permet de faire des voyages beaucoup plus courts, puisque les voyages cette année, qui concernent les CM2 de l'école Gaston Dumont et de l'école Bœuf et Gantier, puisqu'à Romain-Roland, les enseignants ne souhaitent pas faire de classe de découverte. Je veux dire d'ailleurs que je salue, je crois qu'il faut quand même saluer les enseignants qui se lancent dans cette entreprise, parce que c'est un travail supplémentaire considérable, c'est un investissement très lourd pour eux. La plus grande satisfaction et des familles et des enfants. Cette année, les voyages qui sont proposés, c'est en Touraine, sont des voyages à connotation très culturelle, autour de la visite des châteaux, du diplôme musée, avec des ateliers, ce sont des expériences assez intéressantes. Et donc, les deux groupes scolaires se sont orientés, l'un pour une période de 4 jours et l'autre pour une période de 5 jours, sur les voyages en Touraine, et ce qui nous a permis de réduire les coûts. Notamment pour les familles. Donc, ce qui vous est demandé aujourd'hui à travers cette délibération, c'est d'approuver les tarifs de cette partie qui va rester à la charge des familles, compte tenu de l'application du quotient familial. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? L'unanimité. Et nous confions à M. Malmassari, en lieu et place de Mme Galanzu, de bien vouloir rapporter la dernière délibération sur une modification du règlement des établissements collectifs et familiaux. C'est ça, donc c'est la modification de l'annexe 3 des règlements des établissements collectifs et familiaux. Donc considérant que le versement par la carte de la PSU qui est la prestation de service public, est soumis aux conditions de prise en compte des ressources des familles dans le calcul des tarifs. Donc considérant l'actualisation par la CAF d'un plancher et d'un plafond à retenir pour le calcul du taux d'effort en 2014. Donc considérant que dès 2014, le plancher à retenir est de 629,13 € et le montant du plafond à retenir de 4 811,83 €. Donc considérant que le gestionnaire, c'est-à-dire la commune, ne peut appliquer le taux d'effort en deçà du plancher, donc on ne peut pas baisser le taux minimum, mais qu'il peut par contre décider de poursuivre l'application du taux d'effort au-delà du plafond. Donc après en avoir délibéré, on modifie les ressources mensuelles planchers à 629,13, donc on les ramène à 629,13, qui correspond au montant forfaitaire garanti, et on maintient les ressources mensuelles plafond qui restent à être fixées à 5 335,61. Le montant plancher est augmenté. Donc, on vous demande de délibérer, d'accepter ce montant. Le plafond. Bon, c'est très complexe. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Je le confesse. S'il y a des questions, nous tenterons d'y répondre. Il n'y en a pas, et nous vous en remercions. Et faites-nous confiance. Non, pour dire les choses plus sérieusement, ça renvoie à la réforme que nous avons faite sur le prix de la restauration scolaire. Nous avions mieux réparti l'effort, et pour dire les choses autrement, ce sont les gens qui ont plus de moyens, voilà, qui font un effort supplémentaire. Voilà, pour dire les choses très clairement, d'où la révision de ce plafond. Voilà, pour dire et un peu simplifier les choses derrière la technicité de cette délibération, et j'en remercie l'ensemble. Au lieu d'appliquer le taux d'effort au niveau de 4 800 €, on l'applique au niveau de 5 335 €. Y a-t-il, non, il n'y a pas de question, je ne repose pas ma question. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre cette délibération? Des abstentions? À vos souhaits? À l'unanimité. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Au titre de remerciement, je voudrais vous lire les remerciements qui nous ont été adressés par l'antenne du cinéma de culture populaire français, puisque certains de mes collègues ici avaient suggéré que nous offrions, comme on l'a régulièrement fait, des places de cinéma pour des préadolescents et des familles qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir aller au cinéma. C'est aussi la réalité sénémarnaise et parfois aussi avec le mine. Donc ils nous remerciaient pour à la fois ces places
et le goûter qui a conclu cette séance bien agréable pour ces enfants, enfin ces jeunes qui ont placé aussi. Voilà, je les remercie toujours. Y a-t-il des questions dans le conseil diverses? C'est pas une question, c'est juste une Madame question. Pétain, vous en prie. Peut-être. Attendez que la caméra vienne sur vous. Soyez patient, parce que c'est une question d'une minute, ça compte. Il y a R2D2 qui tourne sur lui-même. Il est là, vous pouvez. Ah, attendez, il doit passer. Il repart à droite. On va faire un tour par le centre. Vous avez la parole, Madame Pétain. S'il vous plaît. Juste une précision concernant les rythmes scolaires. On avait annoncé que la présentation qui a été faite ce soir serait mise sur le site de Montpellier. Après ce soir. Après ce soir. Oui, donc peut-être des personnes qui sont dans le public et qui ne voient pas, par exemple, ces diapos-là. Et l'autre aussi avec le contenu. Absolument. Je soupçonne notre directeur de cabinet chargé de la communication d'être dans son bureau et téléchargeant sur le site, en effet, l'engagement que nous avions pris samedi. Voilà. Mais on avait considéré avec mes collègues élus que c'était bien que le conseil municipal aussi soit. J'ai entendu vos avis et ma décision, elle doit intervenir demain. Vous l'avez deviné, puisque c'est l'orientation qui a été proposée par nos collègues que je retiendrai et que nous indiquerons à l'inspection d'académie, ce qui nous permet de dire ce que sera la décision de notre service. S'il n'y a pas d'autres questions diverses, la séance est levée.